Bonjour, vous écoutez Into the Wind, le podcast des marins qui font des phrases. Into the Wind est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations ainsi qu'un festival de films et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Pierre-Yves Lautroux et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into the Wind. Cet épisode d'Into the Wind est présenté par Araldite. Araldite, ce sont des adhésifs structuraux, autrement dit des colles époxy et métacrylates extrêmement fortes, capables de remplacer une stratification. Les adhésifs Araldite collent sous l'eau, durcissent très vite et sont simples à appliquer, ce qui est assez pratique quand, par exemple, vous devez au hasard boucher le trou d'une cadène arrachée sur votre pont ou arrêter une fissure dans votre varangue de pied de mât après un talonnage. Bref, le genre de produit qu'il vaut mieux avoir à bord en course dans son kit de secours. L'Araldite ne sert pas qu'en cas d'avarie, elle est de plus en plus utilisée pour coller des cloisons ou les jonctions entre pont et coque, mais aussi pour poser de l'accastillage, des padailles ou des pièces annexes. La gamme est très complète et s'adresse aussi bien aux coureurs qu'aux préparateurs et aux chantiers. Elle est à découvrir sur go-araldite.com et chez votre Ship Chandler. Bonjour Philippe Presti. Bonjour. Merci de nous recevoir. On est dans ton cabanon de vacances, comme tu m'as dit quand je suis arrivé. On est juste à côté du lac de Cazaux, non loin de la base aérienne de Cazaux également. On a fermé toutes les fenêtres pour qu'on n'entende pas les avions qui décollent et qui atterrissent. Donc Cazaux, pour ceux qui connaissent pas, qui sont habitués à des enregistrements de podcasts qui se déroulent toujours en Bretagne, Cazaux, c'est un petit peu au sud du bassin d'Arcachon, sur la commune de la Teste de Buch. J'ai bien appris comment on prononçait pour ne pas faire d'impair. Merci beaucoup de nous recevoir dans ce nouveau numéro d'Into the Wind. Alors on a la chance de t'attraper parce que t'es un marin globe-trotter, toujours entre deux avions, entre deux missions un petit peu aux 4 coins du monde. Je vais préciser que cet épisode était enregistré fin juillet et qu'il sera diffusé quand vous allez l'écouter, on sera au début du mois de septembre. C'est le premier épisode de la rentrée. Tu viens de finir l'épreuve de SailGP qui se déroulait en Angleterre. Explique-nous un petit peu comment tu vis, toi justement, qui entre des missions pour l'équipe américaine de SailGP, ton travail avec les Italiens Luna Rossa. Comment t'es organisé? Comment ça c'est ta base arrière où tu reviens de temps en temps quand on a une activité de voile très peu française et extrêmement internationale comme toi? Comment est-ce qu'on s'organise et comment est-ce qu'on vit sur ces circuits-là? Alors ici c'est vraiment la base, hein. Comme tu dis, moi je suis né à Arcachon et j'ai des attaches fortes sur le bassin. Ma famille vit ici. Et j'ai la chance de pouvoir amener ma famille, mes enfants et ma compagne sur les coupes de l'América, que ce soit en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, aux Bermudes, etc. Mais on revient à chaque fois Comme ici. tous les expatriés, il faut un lieu avec les racines. C'est super important pour nous parce que on a nos amis, tout de suite on reconnecte, puis aussi pour les enfants parce que on essaie ils sont assez déracinés, mais quand ils reviennent ici, ils retrouvent leurs copains, leur classe, etc. Et voilà, mais on a l'impression que c'est le meilleur moyen pour leur garder un peu les pieds sur terre. Voilà, donc ici c'est la base et l'aéroport est à 1 heure et voilà, ça se passe souvent comme ça. Avec SailGP, c'est des épreuves comme la Formule 1, donc on part une semaine, on revient 15 jours et on repart la semaine suivante. Et la coupe c'est un peu différent. Mais la façon dont j'ai négocié avec Luna Rossa, la dernière campagne, je voulais vraiment faire le SailGP. Je pense que c'est un circuit. Non seulement c'est intéressant, mais je pense qu'il y a un futur dans ce type de navigation. J'adore les bateaux. Et donc, quand on m'a proposé de faire le SailGP, j'entraînais les Australiens la saison précédente. La première saison, oui. La première saison, j'ai négocié avec Luna Rossa pour pouvoir faire les deux. Et donc, ce qui est à mon sens nécessaire pour un entraîneur de pouvoir coacher. On voit les entraîneurs de basket, par exemple, ils coachent l'équipe de France, mais aussi des clubs, parce que être soumis à du stress de la compétition ou à des choses nouvelles, c'est essentiel pour se renouveler, quoi. Donc voilà. Et puis en plus de l'intérêt que j'avais. Et donc voilà, j'ai enchaîné les deux. C'était un peu long. Et puis quand la pandémie est arrivée, il y a plus que la Coupe de l'América qui a fonctionné. Donc j'étais plein de temps avec les Italiens.
Et là, du coup, on est entre deux coupes. Donc, on est un peu est-ce que le mercato est encore en cours? Est-ce que tu as re-signé avec les Italiens? Est-ce que tu peux nous dire? Donc là, on peut pas trop en parler, mais ouais, il y a encore des discussions, il y a des propositions. C'est la période. Déjà, on ne sait pas ce qui va se passer parce que on sait toujours pas. Alors, je crois qu'ils ont jusqu'au 15 septembre. Pour dire où a lieu ouais, même pas. Je pense qu'ils se sont donné ces dates-là, mais je pense pas qu'il y ait grand-chose. Il n'y a pas d'obligation, c'est eux qui l'ont dit. Parce que c'est eux ils ont signé un protocole, donc c'est eux qui décident, et ils décident de l'exposer quand ils en ont envie. Pour l'instant, on sait pas trop, et tant qu'on sait pas trop, on va pas trop parler. C'est le temps des négociations et des discussions. Ouais. Il faut que le jeu reste ouvert jusqu'au bout. Ouais, je pense que c'est important. Mais bon, CLGP, de toute façon, ça c'est quelque chose que je vais mener au bout. Et donc j'ai changé d'équipe. Donc j'étais avec les Australiens. Et vous avez gagné. Et on a gagné. On a eu cette chance. Vous avez gagné. On va expliquer. Vous avez gagné la première année du circuit. Vous avez gagné. Tu coachais les Australiens. Il y avait un circuit avec une finale. Ouais, donc vous avez gagné cette première année du circuit. Du coup, là, on parle. C'était avant la pandémie, quoi. Voilà, c'était avant la pandémie. C'était la saison 1 du CLGP avec. Il y avait 6 équipes engagées et donc le circuit c'était 6 ou 7 épreuves et pour à l'issue de ces 6 ou 7 épreuves, il y a on a un classement et puis les 2 premiers font une finale et le match c'est one shot, quoi. C'est la régate qui de 15 minutes où tu gagnes ou tu perds. Et nous on a dû gagner plus des 2 tiers des épreuves dans l'année et on a gagné cette finale à Marseille. C'était un moment super. Et voilà, donc à l'issue de ça, il y a eu cette année de pandémie et voilà, moi j'ai voulu me challenger. J'avais la possibilité de continuer avec les Australiens que j'adore. Enfin, c'est vraiment des super gars parce que c'était l'équipe avec laquelle on était au Bermudes, donc j'ai des attaches fortes avec eux. Alors, au Bermudes, t'étais avec les Américains. Hein. Avec les Américains. On va reparler de tout ça, voilà. Mais c'est. Au Bermudes, j'étais avec les Américains, mais à bord. Il y avait très peu d'Américains. Il y avait que des Australiens, quasiment. Donc c'est cet équipage-là que j'ai suivi, hormis James Spithill, que j'ai suivi sur la première saison. Et à l'issue de la première saison, j'ai décidé de quitter l'équipe. Voilà, je pense que je les laisse en bonne forme. C'était un peu difficile dans la relation. Enfin voilà, ça m'a fait un peu mal au cœur de casser ça, mais je pense aussi que c'est important de changer, de se challenger. Et du coup, je me suis engagé avec l'équipe qui avait fini dernière de cette saison-là, l'équipe américaine, et avec un nouveau skipper, et James Spithill comme skipper, et puis on a reconstruit une équipe. Alors on va revenir, parce que tu as une relation quand même particulière avec Spithill depuis longtemps. On va revenir ça au fil de l'épisode. Mais du coup, là aussi, Spithill, il est australien, mais court dans l'équipe américaine. Explique-nous un petit peu quel est le rôle quand même des organisateurs qui ont quand même, on sent qu'ils ont quand même bien la main aussi sur les équipes nationales. Ils mettent une pression assez forte et ils peuvent, en gros, ils peuvent influencer et pousser un peu sur les changements d'équipe pour que les niveaux changent, pour que tout le monde progresse quand même. Ouais, l'idée c'est de créer un spectacle et qu'il y ait des belles régates avec chaque nation, que chaque nation a la possibilité de gagner. Donc c'est clair que après la première année, Russell avait une volonté de. Donc c'est un circuit financé par Larry Ellison, organisé par Russell Coates, avec les équipes sont censées trouver des financements complémentaires. Voilà, mais certaines équipes sont entièrement financées. La nôtre, pas encore. Donc voilà, la volonté c'est quand même de faire grimper le niveau pour proposer du spectacle. Donc Russell a proposé à James d'être skipper du défi américain. James m'a demandé d'organiser un équipage et de redémarrer une sorte d'équipe et pour créer un momentum et puis pouvoir faire briller les Américains. Et pour moi c'était un super challenge parce que faire en sorte qu'une équipe fonctionne bien, c'est quelque chose, mais la créer, c'est aussi moi, ça m'intéresse. Voilà. Parle-nous un petit peu de ce circuit et surtout de ce que ça incarne, c'est-à-dire une voile d'une modernité totale, des bateaux qui peuvent marcher, qui marcheront bientôt probablement à 50 nœuds. Qu'est-ce que ça implique comme changement quand on est, comme toi, un coach maintenant avec beaucoup d'expérience? Qu'est-ce que ça implique en termes de coaching, d'essayer d'organiser des équipes à ces vitesses-là, sur ces bateaux-là, avec ces technologies-là? Est-ce qu'on doit
soi-même tout réapprendre? Est-ce que c'est très différent que de coacher des équipes sur d'autres bateaux? Est-ce que cette nouvelle manière de faire de la voile à des vitesses extrêmement élevées, avec des risques assez élevés, ça change beaucoup ton métier? En fait, mon métier, je l'ai découvert par ce biais-là. Parce que moi, j'ai eu la chance de faire partie de la génération qui a fait voler les bateaux. Les premiers bateaux, j'étais pilote d'essai des premiers bateaux volants, les 45 pieds où on avait mis des foils dessous. Voilà, donc j'ai eu cette chance-là de faire partie de cette génération-là. Et ça va juste un peu plus vite qu'avant, quoi, en gros. Ça va plus vite, mais il y a plein de choses différentes. Par rapport au début de ton expérience, ça va juste un peu plus vite qu'avant. Ah ouais, mais ça va beaucoup plus vite, 10 fois au moins. Oui, c'est de l'ironie. Ouais, non, c'est des bateaux qui vont très vite, mais c'est des bateaux qui volent, donc il y a cet aspect aéronautique qui est présent et qui n'était pas voilà, on parle d'assiette, on parle de tangage, enfin on parlait de tangage sur les bateaux, mais on parle de voilà, on a les mêmes de yacht, toutes les comment dire, toutes les connaissances aérologiques de l'aviation s'appliquent à ces bateaux qui volent, parce que voilà, c'est des plans porteurs, c'est des mouvements particuliers, des ondulations. Nous, on a eu la chance d'avoir les ingénieurs d'Airbus avec nous aux Bermudes, avec Oracle. Et moi, j'ai appris voilà, avec eux. Voilà, ils sont restés 2 mois. J'ai appris tellement de choses de ma pratique en les écoutant parler de comment un avion dérive, comment on va gérer le pitch, voilà. Donc la particularité de ces bateaux volants, c'est qu'il y a un gros aspect aérologique et aéronautique qu'il faut prendre en compte. Le deuxième aspect, c'est que ces bateaux qui vont très vite, donc on n'est jamais à côté. Et même si on est dessus physiquement, on peut pas embrasser toutes les informations. Il y a tellement de plateformes et de surfaces qui bougent sans qu'on en ait le visuel. On est obligé d'avoir accès à des datas pour pouvoir objectiver ça. Un dixième de degré sur un safran, ça change complètement l'assiette du bateau. Et pour repérer un dixième de degré, le seul moyen, c'est d'avoir accès à la boîte noire et comprendre l'attitude du bateau, et puis aller regarder la data pour vérifier que l'attitude du bateau est raccord avec la sensation. Donc il y a beaucoup d'aller-retour entre le feeling, ce qu'on voit quand parce que je navigue pas mal, je navigue beaucoup, et quand j'observe, voilà, aller-retour entre le feeling et la data. Et c'est ce qui fait mon activité. Enfin, moi, je trouve pas. Et c'était moins le cas avant. La data était moins prépondérante qu'avant. Aujourd'hui, les bateaux sont bardés de capteurs, mais les premières campagnes que j'ai faites de Coupe de l'América, si on avait à la fin de la campagne 1 giga de data, c'était à la fin des 4 ans. Là, tous les jours, je rentre avec 1 téra. Voilà. Ah oui. Tous les jours. Et on n'utilise pas toutes ces informations-là, mais quand il y a un problème, quand il y a quelque chose qu'on veut affiner, quand on veut travailler une manœuvre, on va aller piocher sur la bonne information qui va donner du sens à ce qu'on voit, ce qui se passe. Donc ouais, voilà, les datas et la façon c'est pas. Moi, j'interviens en entreprise beaucoup. Les gens me disent la data, ouais, mais c'est pas tant l'information que ce que tu en fais. Voilà, comment tu perçois l'importance de ce chiffre-là. Et t'en as des millions de chiffres, donc lequel tu vas regarder, comment tu vas pouvoir apprivoiser ces informations-là pour leur donner du sens. C'est ce qui est le plus important dans notre job aujourd'hui. Et j'ai lu, donc je te disais juste avant que j'ai regardé ton blog où il y a beaucoup d'infos hier soir en préparant cet épisode, et tu dis à plusieurs reprises que t'es un maniaque de la vidéo, et toutes les datas dont tu parles, en fait, elles sont très souvent aujourd'hui, elles sont corrélées à des images. Et le fameux dixième de degré de modification, soit tu as cette information-là, et en plus tu peux voir sur une vidéo, on enregistre les images en même temps que les datas, et toi tu peux corréler ces 2 données-là, et ça te permet d'observer et de voir des choses qu'on verrait pas forcément, quoi. Et donc là c'est vraiment un truc qu'on a développé. C'est à la base, c'est les ingénieurs de Racing Bravo. Donc Racing Bravo qui est connu pour tous ces pilotes qui sont utilisés sur le Vendée Globe. Et dans toutes les centrales qui vont bien sur la course au large, par exemple. Nous, j'ai eu la chance d'être avec toute l'équipe Racing Bravo au départ sur Oracle. Ils étaient et ils avaient une plateforme de data viewer,
on appelait Data Viewer, qui était dédié essentiellement aux ingénieurs. Et donc, c'était des kyrielles de tableaux, de graphes, etc. Pour rentrer là-dedans, il fallait vraiment être designer, ingénieur et savoir quoi chercher. Et en discutant avec Javi, moi j'aimerais bien, parce que pour moi la vidéo c'est ce qui a sauvé ma carrière de coach, parce que j'arrive dans une équipe anglo-saxonne, on parle anglais, mais bon, anglais français quoi. Et en face de toi, t'as Russell Coutts, tous les vétérans des campagnes d'Alinghi et de Team New Zealand, etc. Et du beau linge, quoi. Voilà, du beau linge. Et toi, t'es sur le Zodiac parce que voilà, t'as fait du bon boulot un jour. Et puis ils ont dit, ah bah tiens, on va demander à Philippe. Et quand il parle, tu comprends rien. Quand tu parles, ils comprennent rien. Et tu te dis, tu sens des trucs, mais tu peux pas l'expliquer. T'as du mal à l'exprimer. Énorme frustration. Et moi, je me suis dit, bon ben voilà, c'était le début des GoPro, vraiment le tout début des premières GoPro. J'ai collé une ou deux. J'en avais acheté une pour mon classage, j'allais coller un sur le bateau et puis plutôt que dire à Russell bah tu devrais faire ça, mais je l'ai mis devant la vidéo qui me paraissait importante et j'ai demandé mais qu'est-ce que t'en penses? Alors il se regarde, c'était vraiment le côté interaction qui a fait que j'ai développé mon coaching de cette manière-là, c'est-à-dire plutôt que dire à quelqu'un c'est comme ça qu'il faut faire, j'observe et je vois le moment où c'est critique. Et je le mets devant l'image ou le son aussi, parce qu'il n'y a pas que l'image, il y a tous les éléments médias que je peux pêcher, que ce soit des vidéos, que ce soit des pictures ou des photos ou bien des sons. J'enregistre toutes les voix à bord. Et tu mets l'athlète devant, tu scénarises l'activité en disant voilà, qu'est-ce que tu penses de ça? S'il te demande, tu lui donnes ta solution, mais le plus important c'est que lui trouve la sienne. Et en faisant ça, je me suis affranchi de mes lacunes anglaises et j'ai l'impression d'avoir trouvé une méthode qui s'adaptait bien à l'enseignement ou en tout cas à la progression. C'est un feedback le plus rapproché possible de l'action. Et ensuite, quand j'ai eu ces éléments vidéo, je me suis dit, tiens, toutes ces datas là, est-ce qu'on pourrait pas mettre tout ça et puis scénariser comme un Grand Prix de Formule 1 là, avec toutes les écrans et puis si on pouvait avoir la vitesse, etc. Et donc avec Javi de Racing Bravo, on a développé ce système qui s'appelle Race Cutter, où on a synchronisé tous les médias avec les datas. Et avec une interface qui permet, au Bermude, d'avoir 10 écrans avec, il doit y avoir 5 ou 6 caméras embarquées et puis des graphes qui sont en temps réel, le dixième de degré dont je parlais. Donc on regarde les vidéos, on voit une action, on dit tiens, mais qu'est-ce qui s'est passé là? On entend les gens parler parce que la voix c'est aussi super intéressant d'émotion. Voilà, alors il y a le playbook, il y a toi t'as appelé ça comme ça, je savais pas que ça s'appelait comme ça. La prochaine fois quand tu dis ça, je ferai ça. Voilà, donc on définit un playbook, ce nom-là veut dire telle manœuvre. À ce moment-là, il y a les 15 équipiers qui vont faire des choses particulières on crée un playbook, mais c'est aussi l'émotion, c'est-à-dire on sent l'émotion dans la voix et il se trouve que cette émotion, elle masque des fois le message. Donc on va travailler sur l'émotion aussi. C'est-à-dire qu'un ordre donné hurlé ne veut pas dire la même chose qu'un ordre donné à voix posée. Exactement. Et quand tu dis à quelqu'un, il faut que tu parles de façon plus calme. C'est une information que tu donnes. Mais quand tu es en débrief, il y a les 40 personnes de l'équipe, designer, et puis tu t'entends hurler. Et que tu t'aperçois qu'en fait ton attitude va rien apporter au problème et va en créer d'autres, tu t'auto-corriges, voilà, tu te fais chambrer, tu t'auto-corriges et c'est bien plus efficace et voilà, enfin moi je trouve cette méthode beaucoup plus efficace, intéressante et riche. Et au départ les gars étaient un peu réticents, voilà, non, tu montres pas ça parce que là j'étais nul et à la fin, maintenant, on sort plus si on n'est pas filmé, parce qu'on perd du temps. On perd du feedback. On est 1 heure sur l'eau, on a 3-4 heures de possibles retours sur ce qu'on a fait. Donc il y a les meetings. Moi, j'organise des meetings vachement structurés.
assez courts avec des thèmes, mais aussi je leur envoie de l'information, je leur envoie avec les réseaux sociaux, je leur envoie des petits clips, des trucs. Quand je décèle, tiens, il a fait ça, je pense que ça peut être intéressant, c'est soit personnalisé, soit au groupe. Et donc les jeunes aujourd'hui, ça fait un peu vieux con, ils sont assez souvent sur les téléphones, etc., les tablettes, voilà. Et ça permet d'alimenter le débrief sans que ça soit un débrief. Le mec, il se voit faire un virement, il est content, il sent un truc, et le lendemain, il va venir au meeting avec des billes, et puis il va poser des questions, on va regarder les datas ensemble, voilà. Donc, pour moi, ça a été vraiment un changement radical dans ma façon de fonctionner. Comment tu fais pour gérer cette masse de data? Parce que tu viens de dire, on est passé de 1 giga à 1 téra. Est-ce que tu as des outils particuliers? Est-ce que tu sais toi-même très, très vite hiérarchiser? Est-ce qu'il y a des méthodes pour faire le tri en disant, ou est-ce que systématiquement, tu revois l'heure entière en t'arrêtant? Non. Ah, donc, c'est hyper chronophage cette affaire. C'est terriblement chronophage. La vidéo, les datas, on peut y passer la vie. Et donc, ce qui est super important, c'est de traiter le plus vite possible les informations quand tu les vois et les sens. Donc, il y a plusieurs filtres. Le premier filtre, c'est le real time. J'ai des moyens de oui, tu tags ta vente en fait en timestamp chaque fois. C'est important. Faut revenir dessus après. C'est important. Exact. Et puis je donne l'info. Donc c'est aussi une info audio. Donc je fais un marqueur et puis je dis ce qui se passe. Et puis après je vais rechercher. J'ai une entrée dans mon software avec toutes les entrées que j'ai pu faire et avec à quoi ça correspond. Donc c'est mes alarmes à moi. Ensuite j'ai des alarmes data. Donc il y a toutes les le bateau il est bardé de capteurs. Donc dès que ça dépasse une norme définie, ouais, définie ou en tout cas dès que ça dépasse une moyenne, peut-être je sais pas, enfin tu peux qualifier ça. Des normes, tu as des pics, il y a des alarmes qui s'allument et puis je peux rentrer dans l'activité par les alarmes. Ensuite, comment on fait? Ah oui, ensuite c'est la discussion. Donc on est hacké, dès qu'on rentre hacké. Alors c'est soit j'entends ce qui se dit à bord et je percute, je prends ça comme un signal et puis je tag. Soit quand je suis à bord, quand on revient à quai, j'interroge un peu et on voit et j'ai le feedback des moments importants à regarder. Donc, voilà. Donc une fois que j'ai cette liste d'événements, en plus de la timeline, quand il y a une régate, c'est assez simple. Hein, on peut créer une timeline et aller regarder vraiment les éléments, les passages de bouée, les croisements, les virements. Après, il faut aller à la pêche aux informations. Et il y a beaucoup d'allers-retours entre le feeling de ce que tu vois, l'attitude du bateau, et puis ça te donne vraiment une information d'expérience quand le bateau fait une certaine attitude. De connaître les déterminants du vol te permet d'identifier, là c'est un problème c'est un problème de safran ou c'est un problème d'attaque de la board, ça c'est un problème du pop de l'aile, enfin voilà, rapidement de voir quel est le problème. Et ensuite on va vérifier sur les data que là il va falloir faire sortir le chat, je crois. Vas-y. On a un gros chat noir qui vient se frotter contre nous depuis tout à l'heure et ça veut dire qu'il a envie de sortir. Alors Philippe, on va repartir un petit peu en arrière, bien loin de ce monde de data et d'ultra high tech. On va repartir à tes tout débuts et on va pas aller très loin en fait, parce que tout commence sur le lac qui est juste derrière moi, enfin pas très loin dans mon dos, le lac de Cazaux. Raconte-nous un petit peu comment cette carrière qui aujourd'hui te mène jusqu'à la coupe commence. Je crois que c'est des grands-parents qui t'emmènent. Qui t'emmène en vacances dans le coin, c'est ça? Ouais, en fait, on a toujours une maison de famille à Gujan, là, sur le bassin, et je suis né à Arcachon, pas très loin, et j'ai vécu la plupart de mon adolescence dans la région bordelaise, mais bon, voilà, dès qu'il y avait tout petit, les vacances, on les passait en camping dans la forêt sur le lac. Donc mes grands-parents partaient avec un petit bateau, je devais avoir 1 an ou 2 ans. Et il m'a mené camper dans la forêt avec les pieds dans l'eau. Donc mon rapport à l'eau a vraiment commencé comme ça, avec tout un tas de petits jouets sur la plage. C'était vraiment les Robinson, quoi. On dormait sous la tente, on allait faire les courses en bateau. Enfin,
Et rapidement, mon grand-père... Alors, juste, je te coupe pour situer, on est dans les années 70. Hein. Ouais, t'as 56 ans. T'as 56 ans, mais pour donner quelques éléments. Morbihan, Voilà, t'as 56 ans et on est du coup... on est dans les années 70, un peu, voilà, nature, les premiers bateaux en plastique. Donc, on a des amis qui ont un petit musard qui nous le laisse en dépôt, là. Et on l'utilise. Et puis, mes grands-parents mettent les voiles, m'accrochent avec une ficelle, un corps mort, et puis voilà, je passais les après-midi là avec le bob sur la tête. Voilà, c'est vraiment les premières images que je peux avoir de ce rapport à l'eau et au vent. Et puis ouais, donc ça a vraiment commencé comme ça. Et rapidement, ouais, donc tout type d'activité, que ça soit la planche, que ça soit dès que la planche est arrivée, voilà, le club du coin, on en a eu une sous les pieds, des bateaux, on faisait le tour du lac, voilà, c'était l'aventure. Et sur ta terrasse à côté, il y a un vieux flotteur là, anti-déluvien. Ah ouais, c'est une Dufour. C'est une Dufour Wing. C'est une Dufour Wing. Ouais, parce que rapidement, je me suis retrouvé, mon père étant à la poste, le club de je sais pas comment ça s'appelle, un comité d'entreprise, voilà, c'est ça, de la Poste, c'est SPTT Bordeaux. J'ai tout de suite, je devais être en 6e, je vais aller faire des stages, passer mon été au club, et on a eu les premières planches, donc personne ne savait par quel bout prendre, donc c'était génial. On montait dessus, voilà, j'avais 10 ans, 12 ans, donc c'était une super aventure. Et donc bon, voilà, la première période, c'est plutôt la famille, vacances. Rapidement, ça a été le club, mais encore une fois, le club ambiance vacances sociales. Donc c'est rien à voir avec la compète. On était vraiment, on s'éclatait, on allait se balader, on naviguait tous les jours. Et puis voilà, il y avait des lasers, il y avait tout un tas de bateaux, des 420, des katas, donc équipés, barrés, la planche à voile. Donc ça a vraiment été les débuts jusqu'à 15-16 ans. Après, j'étais moniteur dans le club. Donc toujours ce côté vraiment voile, loisir social, et très tourné exclusivement sur les lacs, parce que on a une région où l'accès à la mer, c'est le bassin. Le bassin, c'est assez particulier comme plan d'eau, et nous on était vraiment sur les lacs, des plans d'eau géniaux avec les thermiques, on utilise les thermiques de la mer, donc on a tous les après-midi, il y a 10-15 nœuds et de l'eau douce avec du vent qui passe sur la dune et les pins avant de toucher le lac, donc super oscillant, super shifty, vachement intéressant pour les très régatiers. Bonne formation du coup. Ah ouais, super formation pour les régatiers. Et notre club de l'SPT de Bordeaux était basé au CVBN, qui était dans les années 70, c'était la Mecque de la voile, parce que c'était les Maury, tous les finistes, tous les vraiment les grands noms dans la voile venaient régater là ou étaient issus de cet endroit-là. Nous on vivait à côté, on n'a jamais percuté que ça pouvait être une carrière. Franchement, moi c'était les vacances et l'aspect social, voilà. Et à quel moment la alors compète moi ça arrive? a shifté, alors c'est vraiment étonnant parce que la régate, je faisais la régate de l'année, c'était l'armistice, donc c'est organisé par le CVB. Il y avait 3 week-ends et nous notre challenge c'était de la faire sur tous les bateaux. Le CVB c'est le Cercle d'Alouette de Bordeaux à Maubuisson. Et notre challenge, les gamins du club, c'était de la faire sur toutes les disciplines. Donc le premier week-end, c'était en planche à voile, ensuite en 4-20 avec un pote, ensuite en laser. Voilà, donc mon accès à la compétition était vraiment... ça a rien à voir. Je vois là, des gamins qui sont en équipe de France, une fille championne de monde d'opti, qui sont vraiment dans un mode compétitif à 15 ans. Ouais, c'est génial. Et qui, en rentrant de son championnat du monde, où elle est championne du monde d'optimiste, décroche dans la foulée son 3e titre de championne de France. C'est génial. Ah ouais, non, ça c'est à suivre. C'est super. Ouais, non, mais ça c'est génial. S'il peut y avoir des filles qui se passionnent et qui percent, ça c'est vraiment super. Et donc, alors moi, 10 000 lieues de tout ça, franchement, moi je suis handballeur, mon sport c'est le handball, mais aussi toutes les activités de glisse, parce que mes grands-parents, ils m'amenaient camper l'été sur le lac, mais l'hiver on campait à la montagne, dans une caravane, on passait l'hiver à skier et se balader dans la montagne. Donc c'était
comment dire, à 1000 lieues du sport de haut niveau. Je suis pas très compétitif, j'aime bien m'amuser, mes potes, la musique, enfin voilà, vraiment des centres d'intérêt complètement multiples. Et en fait, le changement et le point un peu critique, c'est je rentre je voulais être prof de gym, c'est mon rêve depuis tout gamin. Je voulais être enseignant et j'adorais le sport. Enfin voilà, c'était mon activité. Je rentre à l'UFR de Bordeaux et je crois que c'était le premier jour. Le prof me dit, tu sais, handballeur, moi j'étais niveau national 3 et c'était l'époque où le handball en France c'était le mondial C, quoi. Tu vois, le niveau c'était pas super et national 3 c'était pas terrible. Donc il me dit, mais tu sais, si t'es le meilleur sur le terrain, le jour du CAPES, t'auras 10. Voilà, tu pars sur 10. Et mais par contre, là, j'ai vu sur les discussions qu'on a pu avoir que tu t'aimais les sports de plein air. Là, il y a plein d'ouvertures sur les sports de plein air. Alors je me suis dit, tu fais de la voile, ouais. Donc, je me suis dit, je vais essayer de pousser un petit peu la voile. Et donc, je suis venu m'entraîner en laser au club, parce qu'on avait des lasers. Donc, je prends le bateau du club. Et au retour de l'eau, on est en 84, mois de septembre, là, septembre-octobre. Je tombe sur un mec, un grand blond là, tout plein de muscles, voilà, vraiment la gravure de mode. Tu vois, le mec sur la plage, il vient me voir. Le surfeur. Ah ouais, le mec, mais surfeur dans les 1m90, tu vois, c'est pas le surfeur. Et il me dit, ah ouais, c'est cool, tu fais du laser. Et moi, j'arrive des Jeux de Los Angeles. Et j'étais en équipe de France, voilà. Et puis tu veux t'entraîner avec moi? Je vais mettre au laser. Si tu veux, tiens, samedi, on navigue. Et ce mec, c'est Luc Cholet, alors, qui était, lui, c'est vraiment l'inverse. Lui, il a été nourri dans la compétition. Son père était international de handball. C'était le filleul de Nelson Payou, qui était président CIO à l'époque. Enfin, c'était du CNOSF. Du CNOSF, ouais. Alors lui, il était vraiment dans le milieu sportif à plein. Il avait fait sport-études, il revenait des Jeux de Los Angeles, il avait fait la PO de Moscou. Enfin voilà, c'était une légende. Et cette rencontre a complètement changé le cours. Ouais, c'est étonnant parce que moi, j'étais pas du tout parti pour faire ce genre de Et c'est lui qui t'embarque en fait. Là, tu découvres la régate et là, c'est un. Ah non, mais c'était incroyable. Lui, il avait besoin de gens. Il avait débarqué là parce qu'il sortait avec la nana de l'hôtel du lac à Aubusson. Et donc, il débarque là. Il était un peu paumé. Ça s'était pas bien passé avec la Fédé. Il cherchait des appuis et puis voilà, il tombe sur moi. Du coup, moi, je l'amène au club. Il y a plein de gamins. Enfin, c'est un mec super. Qui a un charisme incroyable, il nous a tous amenés, quoi. Il n'y a pas que moi, il y a toute une génération, mais ils ont été en opti, ils ont été au championnat d'Europe, toute la génération juste après moi, cette même génération, il y en a 4 ou 5 qui ont fini en équipe de France de planche à voile. Moi, j'ai la carrière que j'ai, et tout part de là, tout part de cette discussion sur la plage. De la fille de l'hôtel, donc du coup. De la fille de l'hôtel. Et alors, alors, donc, je remercierai jamais assez. Et du coup, toi, tu te mets à la regate tout de suite. Comment ça se passe? Et donc, je m'entraîne avec ce gars-là. Il m'amène. En laser. En laser. Moi, je partais de loin. Là, imagine. Alors, lui, il avait un record. Il courait les 400 mètres, je sais pas combien. Enfin, c'était une bête. Alors, il nous amenait faire la prépa physique. Il y a des journées, je n'arrivais pas à monter dans ma chambre. Il nous a vraiment, et pas que moi, tu vois, tous les gamins du club, il nous a fait rêver, amener. Et donc j'ai suivi, quoi. J'ai suivi. Il m'a fait faire et c'est rigolo parce que juste voilà, je commence avec lui 2-3 mois plus tard. On va à Port-Camargue, une régate. Et puis comme j'étais dans l'équipe à Luc, tout le monde le connaissait, donc tout le monde me parlait, donc c'était cool. Je faisais partie de la famille, quoi. Et on discutait avec un gars, un grand blond là. Il me dit tu veux faire l'UREP, ça? C'est simple là. Tu fais ta licence, tu vas jusqu'en licence à Bordeaux. Après, tu vas à l'INSEP. Si t'es bon, la Fédé va t'aider pour aller à l'INSEP. Et puis à l'INSEP, t'auras le CAPES. Et puis après, tu seras détaché pour faire une PO si tu veux. Et ce gars-là, c'est Nicolas Hénard. D'accord. Et lui, il m'a tout, voilà.
Donc en Qui l'espace du coup de 2 mois, s'apprêtait à remporter quelques médailles. quelques années À l'époque, plus il tard, était en laser. Voilà, il était loin des médailles. Mais bon, il m'a dressé des médailles, il en gagnera 2 et deviendra président de la Fédé plus tard. Exactement. Donc c'est quand je lui ai parlé l'autre jour, il était mort de rire. Il se souvient très bien de la conversation. C'est ça qui était incroyable. Et voilà. Donc en l'espace de 2-3 mois, quelque part, sur des rails. J'étais mais sur des rails, mais complètement à l'opposé de la vie que j'aurais pu avoir. Moi, j'ai jamais quitté mon coin. Enfin, c'est vraiment rigolo. Et j'ai fait ce que Nico m'a dit, c'est-à-dire j'ai eu mon CAPES à l'INSEP. Non seulement, l'INSEP pour moi, ça a été aussi un élément complètement incroyable. Alors, peut-être expliquer ce que c'est. L'INSEP, c'est l'Institut national du sport. Voilà, c'est l'usine à champions. C'est l'usine à champions qui est dans le bois de Vincennes. Voilà, donc moi, je faisais du laser. J'étais même pas en série olympique. La Fédé me met, voilà, j'étais espoir, me pousse. M'aide à m'inscrire là. Et puis là, dans la chambre à côté, j'avais un recordman du monde du 4x100. Jean-Charles, 3 balles. Et j'avais, tu manges à la cafette avec des potes, ça devient tes potes, tu fais la fête. Et puis c'est Fabien Canu, quoi. C'est des gars comme ça. Ouais. Donc c'est vraiment, ça a été aussi un moyen de se dire, mais ouais, attends, mais le sport, c'est pas que le bateau à voile. C'est autre chose, c'est de la préparation, c'est des mecs et c'est des mecs que tu vois dans les journaux et en fait c'est des mecs normaux avec d'autres et pas que des mecs, des filles puisque il se trouve que j'ai trouvé une partenaire dans cette aventure dans l'équipe de France de volley et puis voilà, on a une famille et on est ici quoi. Voilà, donc ça a aussi été un bouleversement dans mon approche du sport. Et de la vie en général, en fait, au final. De la vie toujours. Et du coup, en termes de compète, les résultats arrivent très très vite. Ça arrive. La première année, je crois je vais au championnat de France assez rapidement. Je crois que le championnat de France, je suis dans les 10. Et ensuite, on fait championnat du monde. Alors, le championnat du monde, voilà. Luc, au bout d'un an, on part au championnat du monde. Et incroyable. Alors moi, j'avais jamais pris l'avion la première fois en Australie, Melbourne, championnat du monde à Melbourne. Et il a pas d'argent, donc il monte des systèmes avec des tombolas, des trucs pour se faire payer les billets. Donc on se retrouve à partir au championnat du monde à Melbourne. Et c'est là que j'ai fait le lien avec l'équipe, vraiment l'équipe de France de Daniel Daon, qui avait cette volonté d'avoir une équipe dynamique, coopérative, pas seulement compétitive, aussi des gens qui vivent bien ensemble, et de cette équipe de gamins. Là, on était 10, on était une dizaine de laséristes. Il y a Xavier Roy, 2 fois champion du monde de star, Yannick Had. C'est assez étonnant parce que de cette équipe. Honnêtement, on n'aurait pas trop parié beaucoup sur nous. Au niveau sportif, on sortait pas vraiment du lot, on a mis du temps. Au niveau, on aimait bien vivre, c'était assez cool, quoi. Et voilà, donc c'était la période où on finissait l'année scolaire ou universitaire, on partait dans le Nord, on faisait les tournées nordiques, 2 mois, on partait à écumer les régates, et pas que les régates, dans les pays du Nord. Voilà, on commençait par Kiel au mois de juin, et puis après on avait toutes les régates en Danemark, en Suède, en Finlande. Voilà, donc et on revenait en septembre avec plein de souvenirs et voilà, c'est des moments super et qui sont aussi des moments fondateurs parce qu'on naviguait quasiment tous les jours, on rencontrait des situations différentes tous les jours. Mais ça là je suis déjà parti en équipe de France, donc je suis déjà un peu dans le moule équipe de France, mais tout part de Luc et de ce qu'il a créé ici avec moi j'étais moniteur dans mon club l'été et puis le soir on faisait les régates, il y avait 20 bateaux, les mecs venaient de Bordeaux, on naviguait sur des petits plans d'eau, des petits parcours super techniques où le vent il tournait dans tous les sens, il y avait des vieux briscards qui venaient du Fin et qui avaient des expériences incroyables qui pouvaient pas se mettre au rappel, mais c'était pas grave parce que ça c'était pas vraiment le plus important. Et là j'ai vraiment appris le métier du vent qui bouge, quoi. C'est joliment dit. À partir de quel moment tu passes au FIN et qu'est-ce qui fait que tu vas passer au FIN? Donc je passe le CAPES,
je suis prof de gym, je fais une année de laser à blinder. Cette année-là, on commence à avoir je commence à avoir des résultats. Je fais deuxième de ça s'appelait l'Europa Cup ou la World Cup. C'était un peu comme le World Tour maintenant. Je dois faire quatrième du championnat d'Europe. Je gagne 2 épreuves de la World Cup. Donc les résultats commencent à arriver et l'idée de Daniel, c'était de créer la même équipe, enfin en tout cas de partir de la base de l'équipe du laser, qui n'était pas olympique à l'époque, vers le film. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le laser, ça a toujours été jusqu'à présent, le pourvoyeur des séries olympiques. Et moi, par exemple, quand je suis arrivé, ce qui m'a permis d'éclore, c'est que les 15 meilleurs Français sont partis sur les disciplines olympiques. Donc c'est Hénard, Faou, Le Dorhoff, Kernek, voilà, c'était les meilleurs Français et qui se retrouvent sur des sites en tornado, en flying, etc. Donc la place est libre. Et là, c'est notre tour un peu de quitter le laser. J'étais un peu volumineux donc ça marchait fort dans la brise, mais bon, quand même des petits soucis dans le petit temps. Et là, je me retrouve en fine. Ça, c'était pour le bataillon de Joinville dans les années, 90, je crois. Ouais. Donc on se retrouve. Le bataillon de Joinville, c'est le régiment militaire. Ouais. À l'époque, on faisait son service militaire, Philippe. Ouais. À l'époque, on faisait son service militaire et c'est le régiment, pas le bataillon pour les sportifs de haut niveau, quoi. Exactement. Et donc là, on est toute l'équipe. On doit être 5 ou 6, on doit être 7 du même âge à peu près à partir sous les drapeaux et on n'a pas été très efficace en termes de défense nationale, mais ouais, c'était cool. Donc donc c'est un régiment qui est basé à Fontainebleau et donc on a fait nos classes comme tout le monde chez les marins à Ourtin. Et après on est dispatché dans les centres d'entraînement et nous on s'est retrouvé à Hyères. Où Daniel Daron était basé là, donc on a vraiment commencé le film en 90. Et là, à ce moment-là, toi, les JO sont un horizon pour toi. Les Jeux, c'est déjà dans cette logique-là. Ah ouais. Ah bah non, tu fais pas du film pour faire en vacances et Excusez-moi. c'est pas une activité complètement ludique comme bateau. Il demande pas mal d'engagement. Mais non, l'idée c'était le film et les Jeux avec une idée qui était, c'est un peu flou, hein, parce que aucun de nous n'y a été. Il y a que Luc qui a été Luc Cholet, et là il était déjà parti il était sur autre chose, donc il faisait plus partie de l'équipe. Il a été au jeu en 88 et puis après il a un peu disparu des radars. Et donc là on se retrouve avec 7 jeunes, zéro expérience, mais alors zéro, aller acheter du matériel à droite et à gauche, on n'y connaissait rien. Daniel a fait de l'aïeul et du laser, donc il était assez loin aussi de ça. Un trou de génération, clairement un trou de génération. Et donc là, on est reparti un peu de zéro avec des difficultés au départ, mais toujours la même ambiance où on partait 3 mois aux Antilles, on naviguait tous les jours. Donc au bout d'un moment, ça finit par rentrer, quoi. Ça finit par rentrer. Puis le côté compétitif, voilà, comme j'ai dit, quand on regarde les médailles d'or de Ben Ainsley, derrière, ils sont 4 ou 5 il y a 4 ou 5 champions du monde. Chaque fois que Ben n'est pas là, c'est un autre qui gagne. Et parce que voilà, il crée une émulation, ça se bastonne, mais dans le bon sens du terme, où les gens réussissent à rester ensemble et à se challenger et ça crée de la performance, quoi. Et là on s'est retrouvé en 92. Moi j'ai vraiment émergé en 93. En 92, sélection au jeu, je finis deuxième derrière Xavier qui lui doit faire 5 ou 6 au jeu. Donc super performance et juste après les sélections. Xavier c'est Roy, hein. Xavier Roy, ouais. Redonne-le. Juste après les sélections. C'est juste avant les Jeux, je dis à Daniel, voilà, moi je voudrais aller au championnat d'Europe, ça c'est ma dernière épreuve, parce que je pensais vraiment repasser au laser, le laser passant au olympique, j'étais un peu j'étais un peu entre deux poids, quoi. Je devais faire 90 kilos, et donc il fallait vraiment que je me charge fort, en termes on avait de ballast à l'époque en fine, donc c'était
c'était un peu dur. Et puis le laser arrivant au jeu, je pensais pouvoir perdre du poids et puis peut-être être plus compétitif en laser. Donc j'ai dit à Daniel, ouais, ben là, c'est le championnat d'Europe, ça sera peut-être mon dernière épreuve. Je voudrais faire ça. C'était à Gdansk, tu vois, c'est tout au nord de Pologne. Donc je prends la voiture, je vais à Gdansk sous la tente là-bas. C'était vraiment une épreuve. Et ce championnat, je gagne 2 manches sur 6 ou sur 7. Je fais 4e au général, je gagne 2 manches et là il y a un truc quoi. Ouais, il y a un truc, peut-être pas le moment de lâcher le film quoi. Ouais, il y a un peu de ça, donc je repars pour une année un peu transition, je fais du laser, je me qualifie pour les Jeux méditerranéens où ça il y a eu du petit temps, ça s'est pas très bien passé, et donc je continue laser fine et je pars finalement au championnat du monde de fine c'est en Irlande, à Belfast, que je gagne. Voilà, donc je fais 4 à l'européen au c'est mois pas de mal, juin. 3 ans après avoir commencé le film. Ouais, c'était pas mal. Ça va vite quand même. Ouais, c'était. Ouais, c'est moi qui le dis. Hein. Ouais, non, c'était assez improbable. J'étais pas du tout prêt. Le retour sur Terre a été compliqué. Gagner la régate. J'ai lu une interview où tu disais que t'avais été très déstabilisé par ce titre-là. Ah, mais moi, j'étais pas. Et même tu dis à un moment, j'ai pas aimé de voir le regard de mes proches changer sur moi. Ouais, c'était. J'étais pas du tout prêt à ça. Pour moi, c'était et ce qui a été, à mon sens, une limite dans toute ma carrière, ou en tout cas dans le début de ma carrière olympique, c'est que j'étais assez loin du. Je vois maintenant, par exemple, quand je suis coach de Torben Grael, des mecs. Je vis avec des gens comme ça et je vois ce qu'il faut pour être champion olympique. Pour moi, c'est normal maintenant. Ça serait normal. Tu gagnes juste la régate et tu te positionnes comme ça. Mais à l'époque, j'avais pas cette vue. J'étais pas du tout équipé pour. Et il a fallu que je m'équipe, quoi, que je travaille. Beaucoup de prépa mentale. Mais bon, c'est clair que le premier titre m'a un peu sauté à la gueule. Des problèmes de riches. Ouais, je sais pas trop. Ouais, ça enchaîne pas mal parce que dans ma petite fiche, là, je vois 2 ans plus tard, t'as un titre européen. Il y a une place de 3e au championnat du monde, donc c'est quand même, c'est pas non plus par hasard. Je veux dire, tu les décroches pas. Tu les décroches pas sur un malentendu, quoi. Sur cette PO, je gagne 2 titres champion du monde quand même, et j'étais en tête de la ranking pour presque la moitié. Parce qu'il y a un autre titre en 96. Ouais, il y a un autre titre juste avant les Jeux, et je fais 3 en 95, alors que celui-là, honnêtement, le titre de 93, je gagne à 0,25 points. Voilà, ça se joue sur 1 mètre, la dernière manche. Alors que justement parce que j'étais conscient j'étais pas bien équipé pour la réalisation de l'objectif avec ce que ça, donc je comptais pas les points. Je faisais vraiment, alors là je fuyais le leaderboard. Je savais que j'étais bien, mais j'étais pas du tout. J'avais vraiment peur de une manche après l'autre. Tu n'avais pas le titre, quoi. Vraiment, j'ai tout bloqué. Enfin, c'est assez rigolo. Et à la fin, les mecs, ils sont venus me voir et ils me disent, bah ouais, c'est bon, t'as gagné. Et ah ouais. Et à 1 mètre, quoi. Vraiment, les dernières manches, je finis juste devant le Canadien et ça se joue à 0,25 points avec le Suédois. Donc c'était proche. Et en 95, là, j'étais vraiment prêt. Je perds à 1 point, quoi. Je fais 3e à 1 point et on peut pas courir la dernière manche. Donc j'étais dans le match, quoi. Et 96, je gagne devant encore assez serré. C'était à La Rochelle, c'était à la maison. Là, je m'étais un peu mieux organisé. Et alors, on est en train d'enregistrer pendant qu'il y a les Jeux Olympiques. Oui. Hein, et donc il y a les Jeux, il y a ta première expérience aux Jeux d'Atlanta. Donc pour le coup, c'est pas les mêmes résultats qu'au championnat du monde, parce que je crois que tu fais 14e si je suis terrible. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Bon, après il y a toujours on peut j'ai remis un peu le coup dans la plaie, quoi. Ouais, non, alors, honnêtement, je me réveille pas la nuit souvent pour le bateau, mais c'est le seul truc qui me tord de douleur. Ah, je suis désolé. Non, mais tu passes 6 ans de ta vie, t'as l'impression de toucher t'y es, et puis tu mets pas les choses en ordre. Globalement, après, tout le monde a des circonstances atténuantes quand il perd, et moi je veux pas trouver
de raisons pour justifier, mais bon, voilà, j'ai été déshydraté le premier jour. Atlanta, 90% d'humidité, 40 degrés, chaleur très terrible. Et de l'eau au village olympique, ils vendaient, il y avait un sponsor, c'était de l'eau. Et aux États-Unis, l'eau, elle est distillée. Enfin, à cette période-là, l'eau était, c'est sans sels minéraux. Sans sels minéraux. Et sur l'eau, on partait super tôt parce que Atlanta, on était à Savannah. Si je me souviens bien, on avait quelque chose comme 30 minutes de bus. Après, on arrivait dans un hôtel au bout d'une rivière. Il fallait prendre une shuttle. Il y avait 1 heure de shuttle pour arriver sur une île artificielle, presque à la limite du delta. Ça ressemble au bassin d'Arcachon, là, où on était basé sur le banc d'Arguin, quoi. D'accord. Et une fois qu'on était là, il fallait naviguer. Il y avait 1 heure où on pouvait pas se faire tirer, donc il fallait y aller par nos propres moyens. Il y avait un convoyage, quoi. Un convoyage où on arrivait à 1 heure. Ah, on est au milieu de la mer et là, on fait la régate. Et le premier jour de la première manche, j'arrive en retard. Enfin, en retard. J'arrive. Enfin, ça prend beaucoup de temps. Il n'y avait pas assez de vent pour aller sur l'eau, et on est 3-4 à arriver en retard. Et bon, il n'y avait pas de vent, donc ils nous ont attendus, et la manche est partie avec un peu de retard. Et donc je me suis dit, voilà, là là, je vais ajouter 1 demi-heure à tout mon scénario. Donc et donc j'ai passé beaucoup de temps sur l'eau avec une chaleur, et puis à boire mon eau distillée. Et il se trouve que le premier jour, on a fait 2 manches. La première, ça va à peu près, je fais 6. Et la deuxième, j'étais perdu, quoi. Je tremblais. Ah ouais, vraiment pas bien. Je rentrais à terre. Et puis bon, à cette époque-là, on n'avait pas un suivi, médical. Aujourd'hui, mes gars, s'il y a un de mes gars qui arrive ça, on va le mettre sous perfusion. Il va avoir un moyen de récupérer et là, il n'y a pas de coach accident. avec des bouteilles d'eau, il n'y a pas de... Ah non, pas de coach. Le coach, il est devant son écran de télé parce que il n'y a pas de coach sur l'eau à Atlanta, et ils sont sur une espèce de bateau accompagnateur, tous sur le même bateau, avec aucun accès. On est obligé de partir avec tout son matos. Donc, par exemple, si je veux changer de voile, il faut que ma deuxième voile soit à bord, il faut que je la garde pendant la régate. Enfin, voilà, des trucs complètement ou que j'ai mal géré, voilà, parce qu'il y avait certainement moyen de mieux faire. Et voilà, donc pas du tout dans le match, quoi. Et derrière, la récupération dure, quoi. J'ai pas du tout récupéré de ça. Voilà. Donc et puis moi physiquement, j'étais un des plus légers. Donc pour performer, il fallait que je sois à 100% physiquement, plus avec les charges, je naviguais avec 15 kilos de ballast sur les épaules. Donc quand le moteur il voulait plus, c'était moins bien. Voilà. Dur. Bon, on arrête le remuage de couteau dans la plaie. Ouais, après Atlanta, du coup, tu vas changer de support. Ouais. Là, tu dis bon, c'est bon. Ah ouais, envie d'autre chose. Ouais, envie d'autre chose. Et puis ils parlaient d'enlever les ballasts, donc ils ont enlevé les ballasts à l'issue de cette épreuve. Donc t'allais te pénaliser en termes de poids. Ouais. Il fallait que je prenne 15 kilos, quoi. Donc ça, c'était pas. Et puis envie de changer. Moi, solitaire, c'est pas mon truc, quoi. Franchement, je suis tombé là-dedans par inadvertance, quoi, avec cette histoire de laser, Luc, etc., le film. Moi, mon histoire, c'est surtout sociale, avec le handball, les jeux d'équipe, donc une volonté de. Et puis ça me pesait, quoi. Quand tu passes ta journée tout seul, puis t'es dans la bagnole, t'es souvent tout seul, moi c'était ça, j'en pouvais plus. Donc équipage et Soling. Voilà, équipage. Alors pas tout de suite. Au départ, on savait pas trop Soling ou Star. Et dès que j'ai essayé le Star, je me suis dit ça c'est ça, quoi. Et en fait, ils ont enlevé le Star du programme des jeux. Je signais le chèque chez le bateau. Et ils ont enlevé le Star au programme des jeux, et ils l'ont remis au bout d'1 an, quoi. Donc, mais bon, au bout d'1 an, j'étais déjà parti sur le Soling. Et ça, c'est une chance. C'est le Quillard à 3. Hein. Enfin, le Star, c'est à 2, mais le Soling, c'est à 3. Le Star, ça ressemble vachement au Fin. C'est vraiment le même type de navigation, avec un feeling qui ressemble énormément au Fin. Et je pense qu'on aurait fait un malheur, quoi. Et Pascal, là, on était vraiment la première génération depuis longtemps de finistes à se mettre au Star. Là, je pense que ça aurait. Pascal, c'est Pascal Rambaud. Pascal Rambaud, ouais, pardon. Là, je pense qu'on aurait fait mal. Qui va faire avec Xavier Roy. Et qui va être champion. Qui va être champion du monde, et qui va être. Et Pascal, en fait, on s'entraînait ensemble en Fin. C'était de cette équipe de finistes. Donc
Donc on décide de faire du soling et bien m'en a pris puisque je serais pas champion olympique, mais le fait de faire du soling m'a permis de rentrer dans le monde du match racing. Alors il faut expliquer un petit peu du coup le format, donc, format du soling, c'est trois marins sur trois marins sur un quillard, quillard lambda et donc on n'a pas cité le troisième. Le troisième c'est Jean-Marie Doris qui se trouve, en fait c'était mon voisin. On habitait à Gujan, je connaissais pas, il était moniteur au club d'Arcachon et puis je demande au référent quillard du coin, tu connais pas quelqu'un là, Pierre Simon là, il s'appelle, et il me dit tiens tu devrais essayer celui-là. Et on va faire un championnat de France de classe 8 où on marche bien, on va faire. Il y avait Yannick Bestaven à bord. L'équipage c'était Jean-Marie, Yannick, Jean-Jacques Frébeau qui est le voilier du coin et voilà donc et c'est Pierre Simon qui était le référent aquitain du quillard et on doit faire deuxième et donc à l'issue de ça on s'est retrouvé à naviguer avec Jean-Marie qui était pas du tout au gabarit escompté mais il se trouve que c'est un mec génial et qui a pris la place qui s'est emparé de la place quoi. Et Jean-Marie Doris, on parle de Yannick Bestaven parce que Jean-Marie Doris aujourd'hui est le directeur technique je pense du team ou le capitaine de Yannick en IMOCA quoi. Voilà et puis avec Jean-Marie alors on a écumé le match racing mondial Alors parce que le format du coup le format du soling c'est une déqualif en flotte voilà et on prend les 6 meilleurs et match racing avec demi-finale enfin quart de finale ou repêchage et demi-finale finale. Voilà. Donc un format. 2 disciplines en une en fait au final. Voilà et super. Enfin moi c'était génial quoi. Enfin l'école. Voilà, il y avait longtemps que j'avais pas navigué avec un SPI, navigué un équipage. La formule du match racing, c'est un truc tout nouveau. Enfin pour moi donc ça a été génial. Ça m'a permis de un peu de me reconstruire, oublier un peu la déception d'Atlanta, repartir sur d'autres objectifs multiples. Ça c'était une PO géniale parce que déjà en Australie, bon. les jeux sont à Sydney, ouais. Les jeux sont à Sydney, donc on a passé pas mal de temps. En fait, c'était Endless Summer, quoi. On quittait la région au mois d'octobre et puis on revenait au mois d'avril. C'était l'été en Australie. Et voilà. Et puis en plus, ma partenaire, ma copine, elle était en équipe de France de volleyball. Elle passe au beach volley. Avec l'objectif de faire les jeux et on fait les jeux tous les deux, elle en beach, moi en voile et puis donc on passait les étés ensemble à Manly, au Bondi, donc c'était une super période et techniquement c'était génial parce que on arrivait en Australie, il y avait 10 soling super compétitifs, ils voulaient pas s'entraîner ensemble. Donc nous, les petits Frenchies, on trouvait toujours quelqu'un avec qui s'entraînait et l'idée du match race c'est super, c'est qu'à deux on peut s'entraîner de façon super efficace et on a vraiment appris et progressé durant cette campagne pour les jeux et le soling puisque quand même cette campagne on gagne la semaine de Kiel, on a gagné Spa, on fait 2 au championnat du monde de match race juste avant les jeux. Voilà, on est vraiment dans le match pour une médaille qu'on fera pas parce que voilà, on s'est pris les pieds dans le tapis en quart de finale avec justement le fait que les sélections se fassent sur la course en flotte. On s'est retrouvé dans des situations de vent super légères au large de Sydney avec du petit temps et donc la flotte a été éparpillés de façon un peu homogène et on se retrouve dans notre poule de quart de finale avec Joran Schumann, Jesper Bank, les poids lourds. Donc il y avait 10 médailles d'or olympiques dans notre groupe de 6 où il devait y en avoir que 3 et on n'a pas réussi à sortir de cette embûche. Mais c'était une super campagne et moi ça m'a permis, le match race c'est la Coupe de l'Américain, donc ça m'a permis de faire du match race de façon professionnelle et de taper dans l'œil des directeurs du défi français. C'est à ce moment-là que ça se fait ? C'est à la période du... Je pense parce qu'en fait à peu près au même moment il y a la Coupe en Nouvelle-Zélande avec Sixième Sens. Donc l'hiver 99 début 2000. Sixième Sens, on a un peu navigué contre Bertrand, mais bon c'était assez Passé donc. Bertrand Passé, ouais. Donc c'était assez léger. Dont je vous conseille l'avant-dernier épisode de The Wind, puisqu'on l'a accueilli dans ce... Ouais, donc on n'a pas du tout participé à cet épisode-là. On n'était pas
t'es pas trop invité non plus. Et derrière, on a à l'issue de la Coupe 2000, Bertrand part avec les Kiwis. Et donc, là, il y a à la place, il y a plus personne. Et puis, et la nouvelle, les gens qui dirigent, Luc Gélusso, Pierre Masse et Xavier Deléquin, qui dirigent le défi français, cherchent de nouvelles têtes. Et je fais partie de ces nouvelles têtes. Donc, on se retrouve. La première fois que j'ai vu un Classe America, vraiment, hein, je monte dessus et je suis à la barre. C'est pas mal. C'est vraiment étonnant. Moi, j'avais vu Sixième Sens avant, mais c'était vraiment l'idée. Et c'était NZL 32. C'était le bateau qui avait gagné en 95, le bateau noir. J'ai des photos dans ma chambre. C'est mes photos favorites. C'est ma première journée ma première journée à la barre d'un Classe Américain. C'était super. Et alors, du coup, là, ça enchaîne tout de suite sur le circuit match race, parce que tu fais un petit peu de star quand même. Tu retentes ta chanson star à côté pour la PO de 2000, on enchaînait, on faisait match race. Et d'ailleurs, la première, 4 mois ou 5 mois après avoir commencé le match race, on gagne les internationaux de France. C'est Roland Garros du match race français. Et il y a Bertrand, il y a Thierry Péponnet, il y a Schumann, il y a toutes les Gavin Brady, il y a toutes les stars du match race. Oui, c'est pas le championnat de France, hein. C'est une compète ouverte pour les étrangers, quoi. Et c'est pas du soling, c'est sur un autre support. Non, c'était sur les petits bateaux, le Beneteau 25, donc le Platu. Le Beneteau 25. Et comme en fait on n'était pas vraiment invité avec Bertrand, Thierry, parce que Thierry s'entraînait avec François Brenac, il y avait Luc Pilot, donc ils avaient un bon groupe d'entraînement et nous on débutait, on était hyper naïfs, on était nuls, quoi. Et donc on s'est beaucoup entraîné en fait avec les espoirs, les jeunes. Donc c'était Sébastien Coll, Damien Yel. Voilà, c'était les gamins, il y avait 15 ans, 16 ans. Et on s'est entraîné à 7 parce que à 7 on a notre pote Denis Vanier qui était directeur de l'école de voile. Et donc et eux ils avaient 4 platus. Et là, on a navigué sur les platus. Et les platus, c'est technique, hein, c'est un drôle de bateau. Donc, on arrive aux internationaux de France, on gagne les internationaux de France avec cet avantage-là, parce que le bateau est super technique et en faisant des choses simples. Et là, on commence à apparaître sur le circuit mondial. Donc, on a fait. Parce que parallèlement, il y a le World Match Racing Tour, voilà. Donc, il y a un circuit privé, mais très couru. Avec du prize money, mais qui est très organisé et qui à ce moment-là est un truc assez court. Aujourd'hui, ça a un peu perdu de sa superbe, mais à l'époque, c'est vraiment l'endroit où tous les skippers de la coupe, tous les barons de la coupe se retrouvent. Tu navigues comme contre Paul Caillard, Chris Dixon, tout. En fait, c'est l'entraînement pour la Coupe de l'Amérique. C'est le circuit de match racing. C'est simple, c'est exactement les mêmes règles, c'est un super entraînement. Et les défis piochent chez les gens qui ont un potentiel de match racing, parce que c'est le jeu de la coupe, donc tu payes 100 millions de dollars, t'as envie que le mec connaisse les règles correctement et répondre correctement à une situation qui est la même que tu peux mettre en place sur les petits bateaux. Donc voilà, donc ça a été et on a alterné autant qu'on a pu circuit mondial et soling, qui nous a permis de grimper un peu dans la hiérarchie, comprendre comment ça marche, rencontrer les arbitres. Et la coupe était un objectif pour toi ? Non. Franchement, c'était pas du tout dans mes radars. Et c'était, on naviguait avec quand on était à 3, on était notre équipage de soling, on rajoutait toujours un 4e quand il en fallait 4 ou un 5e, et on navigue beaucoup avec. Parce qu'il faut expliquer, quand vous arrivez sur une épreuve du World Match Racing Tour, en fait, les bateaux sont fournis, ils sont tous identiques, et vous vous déplacez juste avec vos cirés et votre sac, quoi. Voilà, cirer les sacs, le short. Et ça peut être, il y a eu des épreuves sur des Bavaria, enfin, ça peut être n'importe quel bateau, quoi. Des bateaux, des caravanes. Donc c'est les mêmes, ça peut être des belles caravanes ou des ou au Bermudes, c'est quasiment, c'est pas des vieux gréments, mais c'est des bateaux avec des formes très particulières. Ouais, je crois que c'est des 1920, ça a été construit, c'est des 6 mètres. Donc, donc, et on naviguait avec notre 4e, c'est Philippe Mourniac, qui est au jeu, là, qui entraîne les 4-7, en ce moment. Et lui, il avait eu une expérience Coupe de l'Amérique en 92, où il avait fait son bataillon de Joinville,
comme lui, mais lui technicien, enfin lui c'est une tronche ingénieur, donc il était dans dans les analystes, et nous parlait, nous bassinait de la Coupe de l'Amérique, et c'est lui qui nous a amené à ça vraiment. Et si on a été intéressé par cette activité-là, c'est essentiellement grâce à lui. Lui, il rêvait que de ça. Et après, il a été avec nous dans le défi. Les défis Areva en 2003, et puis ensuite. Et du coup, c'est grâce à ça qu'en fait, t'es recruté, tu émerges sur les radars, tu apparais sur les radars grâce aux résultats sur le. Voilà, ouais, sur les tour et puis je pense que Bruno Troublé a été aussi. Moi, je connais très peu Bruno, mais des commentaires qui a fait enrager d'ailleurs les gens qui étaient en poste comme Thierry. Je me souviens de discussions où il a dit ça sera Philippe le prochain skipper de la Coupe de l'Amérique, et je pense que ça a aussi tapé dans l'oreille des dirigeants, parce que Bruno a fait beaucoup de soling, donc on avait un peu une culture commune, j'imagine. Enfin, bon, ça faudrait que je lui demande un jour. Et donc je me retrouve à Lorient avec il y a 2 classes America, il y a 6e Sens et le bateau noir. Et on nous met on est 17 à bord et on commence à naviguer, et tout de suite je me suis dit, ça c'est moi. Ah vraiment. Un feeling, tous ces gens autour, cette mécanique avec la puissance des winchers, la finesse des gars, les bateaux qui sont majestueux, la charge, la puissance, les trucs, ça remonte au vent, mais tu as l'impression que tu pointes à la bouée tout le temps. Enfin, vraiment, des changements de voile, des spies énormes, Ah ouais, moi tout de suite ça m'a parlé fort, parce que sport co, un peu social, un peu avec des gens autour, discussion. Enfin, moi ça m'a tout de suite, je me suis dit c'est moi ça. Et j'ai essayé de rester dans le match, quoi. Donc là t'es barreur et skipper. Alors donc ça démarre. La première fois qu'on débarque là-bas, c'est pour on doit faire une PR je sais plus, c'était Monster qui voulait sponsoriser le défi avant que ça soit Areva. Donc Monster, c'est un site de recrutement à l'époque. Ouais, je sais pas trop, mais bon, c'était pas encore Areva, quoi. Ah non, mais là c'était le début du début. C'était la campagne à 2 bateaux mais un t-shirt, quoi. Tu vois, c'était incroyable. On débarque à Lorient, et la base n'existait pas. C'était ce qu'on appelle le bâtiment des défis, qui a brûlé depuis. Ouais. Et venait d'être construit pour le. Il était pas construit. Il était en projet. On habitait, on était sous une tente. Les bateaux étaient devant sur la darse. On avait accès au bunker, c'est tout. Hein, et Pierre, Luc et Xavier ont créé ça. On créé l'activité voile à Lorient. Il y avait pas de bateau à Lorient. Hein. C'était il y avait Alain Gauthier. Je me souviens pas qui. Il y avait Alain Gauthier qui était déjà là. Mais bon, c'est pas. Moi, je me souviens pas. Enfin, sur le quai devant. Sur le quai, non. Mais il y avait un ponton. Il y avait un vieux ponton. Il y avait un vieux ponton en métal. C'est possible. Mais bon, on sortait. On était tout seul. Enfin, il venait de. Il y avait encore les grilles, il y avait un gardien avec des chiens. Ah ouais, c'était différent. Moi, j'y suis retourné cette année-là. J'étais voir Thomas Coville naviguer un peu sur Sodebo. Oh, qu'est-ce que ça a changé! C'est génial. Maintenant, c'est la mecque de la voile. Mais bon, à l'époque, c'était pas ça du tout. C'était encore très militaire. On était. C'était moins fun. On dormait à l'auberge de jeunesse du coin. Non, c'était. Et il n'y avait pas beaucoup de sous. Ah non, mais il n'y avait rien. T'étais à peine défrayé, et l'idée, et c'est pour ça que Bertrand et compagnie, et toute sa bande ont quitté le navire. C'est que eux, ils avaient une expérience, ils revenaient des années Pajot, et là ils se retrouvaient, c'était les Boy Scouts, quoi. C'était les Boy Scouts à la Coupe de l'Amérique, ça les intéressait pas. Je peux vraiment comprendre. Mais alors nous c'était une chance fabuleuse. On se retrouvait, mais on était nuls, quoi. On savait rien. Mais on savait rien. Mais tu vois, on leur mettait des mines en match race. Cette année-là, j'ai gagné. On a gagné la Sea Cup. On a gagné les Internationaux de France une 2e fois. Enfin, on était vraiment en match race. On était de sérieux. Ils se la jouaient pas contre nous, mais dès qu'on et c'est pour ça qu'il y avait un peu une incompréhension. Tu vois, on se retrouvait sur ce défi-là, on se dit pourquoi on peut pas gagner? C'est les mêmes. En fait, après, moi, quand j'ai pu avoir accès à des équipes organisées, structurées, j'ai vu le chemin à parcourir. Et je crois que des fois, il y a un peu aussi
un peu aussi ça sur les défis français, c'est que on réalise pas le chemin qu'il y a, on réalise pas la quantité de talent, et pas seulement sur l'eau, et surtout pas sur l'eau, quoi. Tout ce qu'il y a autour qui fait les opérations, quoi. Ah ouais, au niveau opérationnel, quand je suis arrivé chez Prada, on naviguait avec 2 bateaux tous les jours, la capacité d'analyse, la capacité voilà, opérationnelle. Nous, mettre une jupe sur le classe America, c'était une mission, quoi. Là, c'était, voilà, tout est rodé, des gens qui connaissent leur business, des gens de qualité qui ont déjà gagné, qui connaissent, enfin voilà, ça change tout, quoi. Alors, avant de passer à ta deuxième équipe dans la coupe, quel souvenir tu gardes de cette première coupe? C'était à Valence, donc, en 2003? Ah non, c'était 2003 en Nouvelle-Zélande. 2003, c'est encore Nouvelle-Zélande. Pardon. Alors, super bien accueilli. C'est celle que Alinghi gagne. Je me mélange. Déjà, je crois que l'histoire, je crois qu'ils ont signé Areva le jour où... C'est ça, voilà. Il faudra en parler, il faut que tu ailles voir Gélusso. Alors lui, c'est un gars qu'il faut interviewer, là. Lui, il va te faire la journée. Et ils ont signé Areva, si je me souviens bien, ils étaient dans les bureaux d'Areva quand les Twin Towers, ils regardaient la télé, les Twin Towers qui étaient en flammes et qui dégringolaient. Et donc, on se retrouve sponsorisé par Areva. Ah bah super, en Bretagne, pas de souci. Super. Donc on va rappeler ce qu'est Areva, parce que ça a en partie disparu aujourd'hui. Hein. C'était l'entreprise française qui s'occupait du nucléaire, quoi. Voilà, c'était nucléaire, et avec tout ce qui est aussi tout ce qui se passait au niveau uranium dans les pays d'Afrique, mais aussi construction des centrales, j'imagine. Enfin bon, je suis pas trop. On n'a pas été trop regardant par rapport aux sponsors, mais on aurait peut-être dû. Mais il se trouve que certains étaient assez regardants, et ils nous ont fait la vie dure. Je me souviens du baptême du bateau avec des commandos de Greenpeace venus attaquer la base, venus attaquer le bateau. Enfin, c'était rocambolesque, c'était génial. Enfin, génial. Moi, je comprenais pas trop, mais c'était ça a pas laissé indifférent. Et pareil, quand on arrive en Nouvelle-Zélande, un accueil froid. Pas très longtemps, pas si longtemps que ça après le Rainbow Warrior. Un accueil assez froid. Bon, on n'était pas, on n'est pas resté très longtemps, donc on n'a pas eu trop à le supporter. Mais cette expérience-là, pour moi, fabuleux, quoi. Parce que moi, ça m'a mis le pied à l'étrier, ça m'a permis d'être en charge. Mais bon, on n'était pas invités, on n'était pas très bon. On n'a pas su développer le bateau. Et on n'a pas compris, enfin bon, en tout cas moi j'avais pas du tout compris que l'objectif c'était de faire aller vite un bateau, hein. C'est le seul comment dire, c'est le truc le plus important de la coupe, c'est juste faire aller vite, développer, progresser, faire progresser le matériel. Ça sert à rien de s'entraîner si tu t'essayes pas un truc pour décider de si ça va aller plus vite ou pas, quoi. Ça pas du tout intégré. Et voilà, donc. Parce que pour toi, c'était d'abord du match racing, en fait. Mes connaissances, bien sûr, on avait dans l'idée qu'il fallait développer des bateaux, mais pas à ce niveau-là, quoi. Et c'est l'essence même vaut mieux un super bon technicien qu'un talent de match racer. Après, le match racer, tu l'as plus tard et tu l'utilises une fois que tu vas vite, mais avant, faut aller vite. Première manche, on a dû prendre, 4 minutes sur Alinghi, on prend un super départ, et puis 4 minutes, t'imagines. Bon, les régates, c'était plus long, hein, ça devait faire 2 heures à l'époque. 4 minutes, quand t'es pendant 2 heures à 4 minutes, enfin, tu vois à peine le bateau, quoi. Là, pour moi, ça m'a mis le pied à l'étrier, j'ai compris, et donc, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, hein, parce il y avait beaucoup de gens avec des intérêts qui étaient divers à l'intérieur du sailing team. Donc, moi, j'ai commencé en tant que barreur skipper. Au milieu de l'épreuve, j'étais débarqué et Luc Pilos et retrouvé. Non, j'ai commencé barreur. Luc était skipper. Luc Pilot. Je me suis retrouvé débarqué au milieu et Luc s'est retrouvé à la barre. Et il s'est retrouvé débarqué pour le quart de finale et je me suis retrouvé là-bas. Enfin voilà, il y avait un peu un micmac. C'était comme ça. Mais bon, je me suis accroché. J'ai appris énormément. J'ai vu mes limites aussi. J'ai vu sur quoi il fallait que je travaille. Quand j'ai été débarqué, c'était un peu compliqué parce que en même temps, je faisais la PO en star. Enfin, la PO. J'avais comme projet de faire la PO en star. Les qualifs étaient 6 mois plus tard et ça faisait 1 an que je naviguais pas sur le bateau. Je naviguais avec Jean-Philippe Saliou, qui était le préparateur de Michel Desjoyaux à l'époque.
Et donc voilà, je me disais bon, tu restes là, est-ce qu'il faut rester là? Et là, j'ai eu un très très bon conseil qui, à mon sens, a aussi été essentiel dans ma carrière. C'est Sébastien Destremo, qui était avec nous, qui était tacticien, qui m'a dit faut que tu restes, faut que tu là, ta carrière, elle est là. Tu restes et tu montres que tu peux aider l'équipe. Et j'ai fait ça, et ce qui m'a permis de réintégrer le bateau, parce que d'avoir le respect des gens aussi, parce que ça aurait été assez facile de prendre l'avion et d'aller à Miami. Le bateau était là-bas. Et peut-être j'aurais eu plus de chance dans la qualif au jeu, mais j'ai compris que d'autres j'étais assez tactique, stratégie, je barre le bateau vite, et je me suis intéressé à la manœuvre, je me suis impliqué dans tous les en coaching déjà, dans tous les côtés que je connaissais pas du tout de la manœuvre, l'observation des autres, etc. Et il se trouve que Pierre Mas m'a remis en charge pour les quarts de finale. On gagne une manche en quart de finale, alors que le bateau était vraiment, on avançait vraiment pas. Donc voilà, pour moi c'était c'était pas un long fleuve tranquille, quoi. C'était dur, une période intense. Alors tu vas être rappelé par le défi italien. Alors après c'est assez intéressant. Comment se passe la période de transition là? Le fait que je me sois accroché, que je commence à faire un peu la maille, Pierre, Luc et Xavier me convient pour faire une année juste après la coupe. Il y a Alinghi gagne. Donc la coupe en Europe, gros chambard, et il y a les World Series. Donc on commence et donc ils me disent voilà, tu fais ton équipage pour les World Series, on a tel budget. Donc on commence là j'étais avec Philippe Mourniac à la tactique, Jean-Marie était à la plage avant. Enfin voilà, on avait notre petite équipe de base. Et on crée une équipe. Pareil, il n'y avait pas d'argent, mais l'idée c'était on a 6 mois. On fait les World Series, la société, le défi finance, et derrière, si on trouve un partenaire, on continue, etc. On avait toute une structure d'entreprise organisée. Donc, première épreuve à Marseille, où marche super, tu vois, on doit faire toute une manche devant Oracle, on perd juste dans le dernier bord. Enfin, on bat le Candler, l'autre défi français de l'époque. On va faire 3e ou 4e, donc super. Super ambiance à bord. À Valence, pareil, on a une bonne synergie. Donc là, voilà, ça là c'est. Et là, les Italiens, ils commencent à me voir fonctionner. À Valence, on est contre les Italiens. On les secoue un peu. C'est Jimmy qui barre le bateau. Et le défi français trouve pas les partenaires aux dates escomptées et finit avec les Chinois. Enfin, voilà, c'est ça un peu là. Et moi, je reçois un coup de fil de Francesco de Angelis, Philippe, et il me demande, on était à la Sea Cup, on était en finale contre Gilmour, on doit la perdre 5-4, c'était une boucherie cette finale, c'était génial, on s'est éclaté. Et je reçois un coup de fil le soir, il me dit ouais Philippe, tu voudrais pas venir, on est à Valence, on s'entraîne, passe à Valence, on va discuter. J'arrive le premier jour à Valence. Alors là, ça n'a rien à voir. Quand tu arrives chez Prada, donc c'est déjà Luna Rossa. Je dis mais c'est déjà Luna Rossa. Là, t'as ton billet d'avion. T'es dans l'hôtel qui va bien. T'as le mec qui prend tes mesures autour de toi pour t'habiller, parce que là, t'es là pour la journée, hein, mais t'es habillé Il n'est pas question que tu viennes avec. Ah non, il n'est pas question que tu dépareilles à l'arrière du bateau. Donc voilà, au début, c'était pour discuter. Puis là, il me dit tiens, Francesco, il me dit on navigue là. Si tu veux, tu viens avec nous, tu te mets derrière, il navigue une demi-heure, et puis après, il se tourne vers moi, il dit, Philippe, on va faire des manches, là, tu veux barrer? Bah ouais, je vais barrer, je chie pas. et ça, c'est mon, comment ça s'appelle, entretien d'embauche. Fait 2 manches, je les gagne. Et tu le sais ou pas? Non. Que c'est ton entretien d'embauche? Ah non. Mais j'étais pris dans le fun, quoi, tu vois, mais je sortais de la Sea Cup, on était super rodés. Des 2 bateaux, il y en avait un qui était mieux que l'autre. Il me laisse le bateau qui va bien. En face, il y a Jimmy Spithill, c'est pas. Et on gagne les 2 manches. On lui met une péno. Tu vois, vraiment, on commence à se chagailler dans le win. C'était génial, quoi. Tu vois, c'est la première fois que je barrais un bateau étranger, donc il faut parler l'anglais ou l'italien. Et alors, je me m'emmêlais tous les ordres.
Mais au piano, j'avais un pote du Soling, Tommy Burnham, là, qui était et donc lui, il m'a beaucoup aidé, voilà, donc on gagne les 2 manches, le soir j'ai un contrat. Changement de vie. Ah ouais, là, changement de vie, là, j'ai appris mon métier, là, vraiment. Alors, un petit mot sur Spithill, parce que c'est le début d'une longue histoire avec lui, mais en fait, tu le connais déjà un petit peu. Ouais, parce que tu l'as croisé à Sydney, ouais. C'est ça, hein? Alors, Jimmy, son père, c'était le jaugeur de la classe australienne, donc il tournait autour, et puis Jimmy, à l'époque, il devait avoir... En Soling, hein. En Soling, on parle des années 98, hein, 98, 99. C'est déjà un phénomène en match racing, en junior, il met des pilés à tous les gars dans la région, et un copain finiste navigue avec lui, et il me dit, ah ouais, tiens, il y a un petit jeune là qui marche super bien, il était pas majeur, il allait au lycée, et tu veux pas, si ça serait cool de naviguer contre lui dans un bateau. Donc, comme nous, je t'ai expliqué, nous on était là-bas pendant tout l'hiver, enfin l'hiver français, l'été austral. Et on s'entraînait, on s'entraînait tous les jours avec des équipages différents. On faisait du match race, on faisait contre toutes les équipes. Et là, je te parle, il y avait Colin Bichel qui a gagné la Coupe de l'Amérique, il y avait Neville Whitty, enfin moi il y avait qui étaient barreurs de Coupe de l'Amérique. Enfin, donc il y avait vraiment des talents, quoi. Et là, voilà, on va. Il me dit, par contre, il y a un souci, il va à l'école, donc à 8h il est au lycée. Donc tu viens à 5h30. Donc on navigue de 6 à 7h30 avec cet équipage-là. On se retrouve à Pittwater. C'est un petit port. Non, pas Pittwater, à je me souviens plus. Middle Harbour, hein, c'est le milieu du truc. Et puis au soleil qui se lève. Et puis là, on s'enfile des matchs, on s'éclate, tu vois. J'ai pas entendu le son de sa voix parce que Jimmy il est pas très loquace, surtout à cette période-là. Et il sourit à la fin. Donc je pense que ça lui a plu. Et bon, si je pense que si je me suis retrouvé chez Prada, c'est Jimmy il a pas donné son veto, quoi. Donc il a dû aussi, il y a dû avoir quelque chose qui s'est passé ce jour-là parce qu'on l'a fait une fois. Il a à l'époque, quand tu arrives chez Prada, il a déjà fait une coupe. Il a fait une coupe. Il a fait 2 coupes même. Il a il a été juste après cet entraînement de Soling là. Il se retrouve recruté avec Sid Fichette sur Young Australia, avec un bateau terrible. Avec il dormait dans une auberge de jeunesse mais bon, voilà, comme moi, avec l'expérience Areva, ça a été une expérience super intéressante. Et il a montré des capacités. Il se fait recruter sur One World avec c'était Gilmour qui était le barreur skipper, et il déloge Gilmour de la barre. Donc voilà, le gars il a 20 ans, quoi. Ouais, il a 20 ans, 21 ans. Donc il a du talent, il est entouré, il a une façon de travailler qui est mais c'est le début, hein, c'est vraiment le début. Moi je connais maintenant, mais je vois l'évolution. C'est vraiment, et je peux dire, j'ai participé un petit peu à cette évolution. un peu plus que ça, mais ouais, non, si, un petit peu. Mais Jimmy à 16 ans ou 17 ans, c'était étonnant. Tu vas passer plusieurs années du coup avec les Italiens. Tu vas faire la Coupe de 2007, en finale de la Vuitton. Et donc là, comme j'ai dit, c'est là où j'ai appris mon business. Tous les jours, je suis à la barre d'un bateau. Dès le départ, c'était clair que je serais pas le skipper du bateau. Je suis le skipper du deuxième bateau. C'est ça l'idée. Donc à cette période-là, j'avais la possibilité d'être sur un défi avec des Français ou des Chinois, ou à la barre en charge, etc. Ou d'être dans une top team. Ils ont gagné la Vuitton 4 ans plus tôt. Enfin, avec de l'argent, j'allais gagner de l'argent. ça allait devenir mon métier. Jusqu'à présent, c'est pas un détail, quand on vient de passer 15 ans à faire l'olympisme. L'olympisme, j'ai vécu dans mon camion pendant 15 ans, à tout ce que je pouvais gagner comme salaire. J'ai eu la chance d'être détaché prof de gym, avoir beaucoup de temps à consacrer à ça, et un salaire à consacrer à ça. Tout partait dans l'APO, quoi. Donc tu finis l'APO, t'as plus rien. T'as juste des bons souvenirs et des souvenirs. Et là, du jour au lendemain, je commence à gagner ma vie. Bon, c'était pas énorme, mais ça commençait à ressembler à un salaire, quoi. En Espagne, je peux faire venir ma famille, on habite là-bas. Enfin,
Donc là, la coupe est à Valence. Là, la coupe est à Valence, la d'Arsena, 11 défis. Vraiment, c'était la coupe. Tous les nostalgiques parlent de cette coupe-là parce que c'était vraiment c'était super le vendredi soir. Tous les bars, c'était plein de potes. On naviguait tous les jours. Il y avait des challenges. Il y avait 2 bateaux, donc il y avait deux équipages complets plus les spares. Donc on faisait tous les jours, on naviguait à 2 bateaux pendant 4, 5, 6 heures. Donc là, j'ai vraiment appris mon métier, quoi. Et avec des top designers, des marins d'enfer, des Torben Graal, des Jimmy, des Francesco, des Angelis, des pointures. Je cherche les noms, mais ça me vient pas complètement. Mais des pointures, des champions olympiques à tout va. Donc beaucoup d'Américains parce que c'était un défi italien, mais avec une base anglo-saxonne super prégnante. Donc déjà une deuxième langue et une troisième langue avec l'italien, parce que comme je suis sur le deuxième bateau, j'ai beaucoup d'Italiens avec moi. J'ai beaucoup d'Italiens avec moi, et puis le bateau, tu le barres en italien, quoi. Comme quand t'es à la barre, essentiellement, tu vas tout droit et tu communiques. C'est ça le principe du bar. Et donc nécessité de pouvoir de pouvoir communiquer correctement avec tout le monde. Et voilà, donc des régates d'enfer. Super souvenir, et avec cette idée que moi je suis là pour aider, quoi. Donc quand je suis sur le bibot, je barre le bateau. Quand je suis sur le bateau de régate, je fais la tactique, la stratégie, et quand je suis sur le bateau régate et que je suis pas à bord, je vais aider. Donc j'ai commencé par organiser mon côté prof de gym. J'ai commencé à organiser et handballeur. Prépa physique. Non, pas du tout prépa physique. Organiser la tactique et la stratégie et l'interaction de d'accord, je pensais que tu les avais mis au sport. Ah non, les sports, on avait ce qu'il fallait. Ouais. Là, il y avait pas de souci. Hein. Là, il y a Neville Vernon, c'était une bête, donc on n'avait aucun souci physique. On pouvait prendre qui venait, mais c'était pas l'objet, quoi. Donc moi je m'occupais de la préparation tactique, stratégique, les débriefs tactiques, stratégiques, et j'étais un peu entraîneur-joueur, c'est-à-dire on était vraiment les premiers à organiser, on appelle ça des drills, ce qu'on fait en rugby ou qu'on faisait en handball. Handball, on faisait pas pour se préparer, on faisait pas des matchs, alors que la Coupe de l'Amérique, pour t'entraîner, tu fais des matchs. Alors c'est soit tu fais des speed tests, je te parle de cette époque révolue, soit tu fais des matchs. Et alors c'est sûr que dans des matchs, tu vois plein de trucs. Mais quand tu veux travailler quelque chose de spécifique, tu vas le voir peut-être une fois par mois. Donc moi je leur ai dit, ce qu'il faut faire, c'est recréer la situation. Et donc on a commencé à faire des drills, c'est-à-dire la boue au vent, on a un problème, mais on repositionne les bateaux et on va pas travailler pendant 3 heures de manche, on va faire une demi-heure de drills, on en fait 10, et à la fin on a des règles. Et donc on a créé tout ce travail de playbook, de drills, et on a cherché vraiment en profondeur quoi faire quand l'autre fait ça, moi je fais ci, etc. Et ça a plu à Jimmy, aux gens qui étaient là. Donc je me suis retrouvé en charge du choix météo déjà, du premier shift, et des débriefings tactiques et stratégiques. Et donc là, c'est mon premier pas vers le... Voilà, c'est ce que je veux dire. Tu dis que tout à l'heure, tu disais que tu apprends ton métier, mais en fait, tu apprends presque un deuxième métier à côté qui est ton métier actuel, en fait. Ouais, parce qu'il y avait rien. Enfin, c'était vide. Il y avait pas de... Il y a pas d'entraîneur à l'époque. Il y a un entraîneur, mais qui regarde les voiles. Voilà, c'était un entraîneur qui planifie, regarde les voiles. Et moi, j'ai dit, mais là, cette situation, il faut la discuter. Et une fois qu'on l'a discuté, on n'a que des questions, on n'a que des points d'interrogation. Il faut trouver des réponses. Donc, on fait des drills, on en fait 10, on en fait 15, et au bout du compte, on se retrouve en demi-finale contre Chris Dixon. C'était l'épouvantail. Eux, ils avaient tout gagné. Il y avait Alinghi et Oracle. Et on se trouve à les battre, non seulement à les battre, mais à humilier Chris Dixon sur les phases de départ. Jimmy était énorme. On avait préparé notre coup dans l'analyse et dans les on avait vraiment étudié ce qu'il produisait comme jeu, et moi j'ai fait ce qu'il faisait comme jeu dans des exercices spécifiques, et on a fait des recherches sur ce qu'il pouvait proposer, et il se trouve que il a pas trouvé la solution, quoi. Il s'est retrouvé complètement étouffé, alors que leur bateau allait plus vite que le nôtre sans problème.
Et donc on déloge Chris Dixon de la barre du bateau et on est en finale contre Tim Zuland. Et en finale, on réussit pas à passer le cut, quoi. On perd assez sèchement. Je me souviens, on est tout le temps entre 4 et 5 secondes de lui, mais on n'a pas réussi à croiser une fois devant. Ce qui est pénible. Voilà, nous allons laisser Philippe Presti digérer cette aventure chez Luna Rossa dans la Coupe de l'América 2007. Mais rassurez-vous, son histoire d'amour avec le pichet d'argent n'est pas terminée puisqu'on va retrouver le coach dans la deuxième partie de cet épisode chez les Américains d'Oracle où il va notamment nous raconter sa participation à ce qu'on appelle désormais le plus grand comeback de l'histoire du sport à San Francisco en 2013 et ça vaut le détour, croyez-moi. D'ici là, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce podcast, n'hésitez pas non plus à le partager et à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est important pour le référencement. Enfin, si vous êtes passionné par la voile de compétition, je vous recommande de vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, publiée chaque vendredi à 17h, ça se passe sur tipandshaft.com. Merci, à bientôt.